Votre place, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, commandement suprême interallié. Merci Général Yakovlev de nous rejoindre ce soir dans le 18h week-end. Alors on va partir sur le front de la guerre en Ukraine où la Russie promet aujourd'hui des représailles aux tirs ukrainiens de missiles américains longue portée Atacms. L'armée russe a affirmé aujourd'hui que les moyens de défense aérienne avaient abattu 8 missiles tactiques opérationnels Atacms de fabrication américaine et 72 drones, notamment dans la région de Saint-Pétersbourg et de la région de Koursk, dont on parle beaucoup puisque les combats font rage entre Ukrainiens et combattants russes pro-ukrainiens et russes. Et voici ce qu'ajoute le ministre de la Défense russe. Les systèmes de défense aérienne S-400 et Pantsir SM ont abattu tous les missiles Atacms. Ces actes du régime de Kiev, soutenus par les conservateurs occidentaux, feront l'objet de représailles. Jusqu'où, Général ? Est-ce que la Russie montre les muscles ou est-ce que Vladimir Poutine fera ce qu'il avait promis, parce qu'il avait dit que l'usage de missiles Atacms longue portée sur le sol russe était une ligne rouge et qu'il balancerait un missile Oreshnik sur la capitale ukrainienne? Alors ça, c'est une représaille contre l'Ukraine et pas contre l'Amérique. Et jusqu'à présent, il ne s'est jamais beaucoup retenu, Poutine, vis-à-vis de l'Ukraine. Donc je ne vois pas ce que ça changerait. En revanche, le fait qu'ils arrêtent, ça reste à prouver, mais admettant qu'ils sachent arrêter des attaques MS, il faut quand même voir le contexte. Ces systèmes-là, le S-400, c'est un système très élaboré. Alors effectivement, quand vous êtes dans une densité de défense et que vous êtes en gros sur l'impact des missiles, vous avez plus de chances de les intercepter que si vous êtes à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que ça veut dire, c'est que si jamais ils les ont interceptés, ce qu'ils ont sans doute démontré, c'est que au cœur du dispositif et d'un dispositif dense, effectivement, ils sauraient, conditionnel, arrêter le Atacms. Mais ils ont le même problème que les Ukrainiens, à savoir, ils ne peuvent pas fournir cette densité de défense sur la totalité de leur territoire. Donc il faut qu'ils fassent des choix. Il faut aussi que les Ukrainiens fassent des choix, le cas échéant, d'employer ces armes, pas forcément dans les zones les plus densément couvertes. En fait, on sait arrêter des missiles. Les Français aussi, on sait arrêter des missiles, mais simplement pas aux portées théoriques des armes. Alors, je disais que les combats continuaient justement entre Russes et Ukrainiens, notamment sur le sol russe. Moscou a promis des représailles aux tirs ukrainiens de missiles américains qui ont été livrés aux grandes dames du nouveau président élu des États-Unis. Écoutons-le. Je ne pense pas que cela aurait dû être autorisé. Certainement pas à quelques semaines de mon entrée en fonction. Pourquoi faire ça sans me demander ce que j'en pense? Je ne l'aurais pas autorisé. Je pense qu'ils ont commis une grosse erreur. Allez-vous annuler cette décision lorsque vous entrerez en fonction? Cela se pourrait, oui. Je pense que c'était vraiment stupide. Est-ce que l'Ukraine peut tenir si Trump élu arrête la livraison de missiles Atacms à l'Ukraine? Oui. L'Ukraine peut tenir, mais pas indéfiniment et pas à ce régime-là. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si les Américains disent on arrête, ça peut durer un certain temps. Le cas s'est déjà présenté. De novembre 2023 à avril 2024, et sur une décision de Trump, qui n'avait pas été élu, qui n'avait aucun mandat et qui a terrorisé les républicains pour qu'ils bloquent. Donc pendant 6 mois, il y a eu la sécheresse côté américain. C'était à la pire période pour les Ukrainiens. Et ils ont survécu. Ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté très cher. Et moralement, ça les a beaucoup atteints. Mais si les Américains arrêtent de fournir ce qu'ils ont promis à l'Ukraine, et si les Européens on continue à fournir, mais pas assez, la guerre, pour les Ukrainiens, la guerre peut durer encore quelques mois. Quelques mois, c'est beaucoup. Or, Poutine, le régime Poutine, l'économie russe, il n'est pas du tout dit qu'elle survive à 2025. Oui, beaucoup d'experts estiment qu'il a encore 1 an devant lui et pas plus. A-t-il un an devant lui? C'est une vraie question.
Alors l'Ukraine sait qu'elle ne peut pas compter uniquement sur les armes occidentales pour les raisons que vous avez évoquées. Alors elle perfectionne les siennes. Kiev se prépare à frapper Moscou avec des missiles Trembita dont la portée serait améliorée, pouvant aller jusqu'à 650 km. Pour atteindre la capitale russe, les Ukrainiens y travaillent activement. Est-ce que l'Ukraine joue avec le feu, général ? Alors, faut pas surestimer ça. D'abord, le Trembita, c'est pas une charge utile très puissante. C'est par exemple moins que la charge utile des drones iraniens. Voilà. Ensuite, ce que disent les Ukrainiens, c'est que en 2026, nous avons l'objectif d'avoir, par pile de 12, ces missiles. En d'autres termes, une quantité industrielle. Le grand avantage de ce missile, c'est qu'il n'est pas cher. Le grand inconvénient, c'est qu'il ne sera pas très précis. Parce que pour avoir des missiles de croisière avec une capacité, en gros, métrique, c'est-à-dire que nos missiles à nous, on choisit la fenêtre par laquelle ils vont rentrer dans le bâtiment. Pour avoir ça, il faut une cartographie haut de gamme. Je ne crois pas que les Ukrainiens l'aient, et je doute que les Américains leur donnent. Et je ne sais pas si les Français, on leur donnera. En d'autres termes, ce missile permettrait de frapper des usines, mais pas un bâtiment. Pas un pont, par exemple. Et il n'aurait pas Donc, c'est pas un game changer. Ça posera beaucoup de problèmes aux Russes, parce que ça les forcera à consommer leurs moyens de défense solaire, ça les forcera à en mettre de tous les côtés. Ils vont donner aux Russes le même cauchemar que eux vivent, à savoir tout est possible partout. Mais c'est en 2026, c'est pas des milliers en 2025, c'est pas une arme en soi très puissante. Sa précision, alors j'espère me tromper, et que les Ukrainiens me démontrent qu'ils savent faire autre chose. Oui. Mais c'est guidé Colonel Goya, je vous vois réagir. Non, je veux dire, c'est guidé GPS, donc il y a une précision. Oui, mais le GPS pas de bruit, oui, non, effectivement. Non, mais alors le missile Trembita, effectivement, on voit les images, c'est quand même très rudimentaire. C'est un peu l'équivalent du V1 allemand de la Seconde Guerre mondiale. C'est la même technologie. On appelle ça un pulso-réacteur. On mettait l'air du carburant, on fait exploser et l'air d'expulser un peu plus vite. Donc ça donne un engin qui est très chaud déjà, donc très vulnérable au tir infrarouge, par exemple, au missile guidage infrarouge, qui est relativement lent. On voit la vitesse 400 km/h. C'est très bruyant. Donc il est repéré de partout. Donc beaucoup seraient effectivement interceptés. Pour l'instant, ça tape à 200 km, c'est déjà grand maximum. Et en gros, le seul intérêt, c'est qu'on peut éventuellement fabriquer des milliers, voire des dizaines de milliers. Et donc, effectivement, avec des dizaines de milliers de projectiles comme ça, avec une précision suffisante, même tapant... Alors, l'intérêt de taper Moscou... non. C'est des raffineries, des trucs comme ça. C'est le symbole, c'est la capitale russe. Oui, c'est symbolique, mais en réalité, ça n'a pas forcément un grand intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir frapper des zones assez larges, soit des usines, soit des objectifs militaires de deuxième échelon, etc. Mais à partir du moment où vous en avez des milliers, des dizaines de milliers, ce qui ne sera pas tout de suite le cas, et qui, dans tous les cas de figure, alors ça peut être une gêne, incontestablement, pour les Russes, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas l'arme miracle. C'est sûr, le perfectionnement de ces missiles prendra du temps, c'est ce que vous disiez, Général Yakov. En revanche, dans l'immédiat quasiment, à court terme, l'Ukraine compte sur les avions Mirage français 2005F qui sont censés arriver ce mois-ci en Ukraine en renfort des F-16. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne ? Non. Malheureusement, non. Et pas plus que les F-16 n'auront changé la donne. Je ne sais pas à quoi ils utilisent leurs F-16 à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression Il y a beaucoup de secrets autour de l'usage des F-16. Je pense qu'ils contribuent à intercepter une partie des missiles. Donc, ils diminuent la pression. Il diminue le nombre d'explosions en Ukraine, en gros. Et je pense que le Mirage 2000 est un très bon avion pour faire ça aussi. Donc, ils vont pas frapper dans la profondeur russe avec. Et comme disait le général Palomero, quand il y a eu tout ce débat des F-16 l'année dernière, il disait les Ukrainiens, ils n'ont pas besoin d'avions, ils ont besoin d'une armée de l'air. Et ça, c'est autre chose. Donc, on leur donne des avions, quelques avions, c'est sympa. C'est mieux qu'une poignée de main républicaine, si vous voulez. Mais ça changera pas la guerre. Ça les aide, mais ça changera pas la guerre.
Samantha de Non, ils ont besoin de ce dont ils avaient besoin depuis le début, c'est qu'on les aide à protéger leur ciel. Depuis le 24 février 2022, les Ukrainiens disent « aidez-nous à protéger notre ciel ». Et depuis, les Européens, les Américains disent « ah non, ça va créer une escalade ». Alors, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer la différence entre livrer des chars qui vont aller tuer des Russes, que ce soit sur le terrain russe, ou bien alors des attaques MS qui vont tuer, des chars qui vont tuer des Russes en Ukraine, ou des attaques MS qui vont tuer des Russes en Russie, ou alors aider l'Ukraine à protéger son ciel en principe, sans tuer de Russes, juste à intercepter des missiles. Mais pour une raison que je ne comprends pas, et peut-être que vous pourrez m'expliquer, ça, c'est le grand tabou, et c'est ça qui changerait tout. Ce serait le vrai game changer qu'on ne fait pas. Absolument. Général Yakovlev. Oui, non, absolument. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'on devrait aider les Ukrainiens, plus que ça, à défendre leur ciel. Oui. Mais pourquoi on ne le fait pas dans ce cas? Comme a dit Samantha, c'est pour moi par pusillanimité, par incompréhension des enjeux réels. Notre sort se joue en Ukraine. Et notre sort de l'Europe. Le sort de l'Europe, oui. Le destin de l'Europe, est-ce que l'Europe existera encore, sera encore écoutée dans 10 ans? Ça se joue en Ukraine aujourd'hui. Y compris dans le débat, est-ce que le débat Russie américain sera bilatéral ou est-ce qu'il sera triangulaire? Notre destin se joue là et on continue. Alors on vient de passer Noël, on a eu une période formidable. Vous voyez, on est à côté de l'histoire. Nous restons à côté de l'histoire en n'aidant pas les Ukrainiens. À la mesure. Mais général Yakovlev, alors pour une fois, Emmanuel Macron, qui est très durement jugé pour des raisons de politique interne, il a essayé de motiver les Européens, de dire il faut envoyer des troupes européennes, il faut envoyer des hommes à Kherson, et puis il s'était retrouvé en minorité. Donc nous, en France, comment fait-on si on n'arrive pas à entraîner les autres ? Oui, alors, le président Macron a d'autres problèmes maintenant qu'expliquer l'Ukraine, y compris au peuple français, malheureusement, et ça n'aide pas. Mais il y a en Europe, en dehors des Baltes, des Polonais, il y a en Europe une espèce de... On n'est pas sur la même planète. On refuse de regarder, mais c'est comme l'Europe occidentale en 1937. On refuse de voir qu'il y a la guerre à nos portes et que cette guerre nous vise directement. On refuse de le voir. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est comme ça. Mais la guerre ? Non, plusieurs choses. Parce qu'on passe de la séquence missile à la séquence avion, etc. Les missiles Tremita, et ça a été très bien dit par le colonel Michel Goya, ça permettrait quand même aussi une saturation de la défense antiaérienne russe. Ça permettrait de repérer où est-ce qu'ils disposent ces défenses pour pouvoir ensuite les éliminer. Et les avions pourraient justement participer à cela. Maintenant, et les Ukrainiens n'ont de cesse de le répéter, tout cela arrive en quantité trop faible et bien trop tardivement. Je veux dire, les articles sur l'éventuelle arrivée de Mirage français, c'est une espèce de non-annonce qui ne fait pas vraiment de vagues, parce qu'on a compris, on l'a beaucoup dit ici, qu'il n'y a pas d'armes magiques, tout ça fait partie d'un écosystème. Ça reste des symboles importants, parce que le grand point d'interrogation derrière tout cela, c'est que va faire Donald Trump? Est-ce que les Américains vont complètement cesser les livraisons? Et si c'est le cas, est-ce que les Européens sont capables de prendre le relais dans un futur proche? On la connaît, la réponse à cette question. Elle est malheureusement négative. Maintenant, sur cette histoire de fermeture du ciel qui est absolument nécessaire, et c'est peut-être la prochaine séquence de cette émission, c'est que l'administration américaine sortante est en train de se répandre pas mal pour expliquer comment ils ont géré l'Ukraine, Gaza, le monde, etc. Et sur le sujet ukrainien, on sent vraiment ce qui hante Joe Biden, dont il faut rappeler l'âge et donc le vécu. C'est-à-dire que enfant, quand il était à l'école, on lui apprenait à se cacher sous la table en cas d'attaque nucléaire de la part des soviétiques. Et donc pour lui, le spectre à la fois de la Troisième Guerre mondiale, d'une guerre nucléaire, ça a vraiment été son obsession. Et donc là, on a Anthony Blinken dans le FT, le Financial Times, qui dit, vous savez, on pense que éventuellement les Chinois auraient permis de faire pression sur les Russes afin qu'ils n'emploient pas l'arme nucléaire. Et même si la probabilité de risque d'emploi est passée de 5 à 15%, ça reste quelque chose de majeur. Donc à chaque fois
qui a eu ces décisions, ce qui se comprend, que ce soit sur les chars Abrams, que ce soit sur les attaques MS, que ce soit sur les F-16, que ce soit sur l'autorisation d'emploi des armes occidentales pour des frappes à longue portée en Russie. C'était toujours ces donnes-là qui rentraient dans l'équation à la Maison-Blanche. Troisième guerre mondiale et guerre nucléaire. Mais Général Yakovlev, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable face à vous. Vous nous dites notre destin se joue en Europe. Mais il y a une partie de la classe politique française qui dit si jamais l'Ukraine perd, eh bien la Russie va annexer une partie des territoires, ils vont pas vouloir s'attaquer à l'Europe. Donc en fait, est-ce que ça ne nous arrange pas, finalement, la défaite de l'Ukraine? C'est ce que disent certains, d'ailleurs, généraux, en disant c'est à se demander si l'Europe ne souhaite pas la défaite de l'Ukraine pour se protéger de la Russie. Bah oui, voilà. Les Républicains ont perdu la guerre d'Espagne en 1939. On a lâché la Tchécoslovaquie. Et puis il y a un jour où Hitler a attaqué la Pologne, et ce jour-là, on s'est dit il faut que ça cesse. Et nous avons déclaré la guerre, les Anglais et les Français, enfin les Britanniques et les Français, en raison de nos engagements vis-à-vis de la Pologne. En raison de nos engagements, soit nous sommes des pays dont la parole a de la valeur, soit nous sommes, comme la Russie, des pays dont la parole n'a aucune valeur. Et les traités que nous avons signés, on s'en fout total, et c'est comme ça. J'ose espérer qu'on n'est pas cynique à ce point-là. Mais la différence, Yakovlev, c'est que Vladimir Poutine, ce n'est pas Hitler. Il n'a pas un projet d'expansion de l'Europe, si. Ben oui, mais c'est pas d'expansion en Europe au sens militaire du terme, au sens où des soldats russes iraient ils arrivent déjà pas à aller jusqu'à Kiev, donc on va peut-être pas les voir à Varsovie non plus. Mais son ennemi, c'est l'OTAN. Donc alors tout le monde dit, du coup c'est l'OTAN, donc il veut attaquer un pays de l'OTAN. Non, il veut que l'OTAN mette la clé sous la porte. Que Trump dise aux Européens, j'en ai marre, vous me coûtez trop cher et je rentre chez moi. Que les pays européens, entre eux, se déchirent. Et du coup, il n'y a plus d'OTAN. Et physiquement, le siège de l'OTAN, on en fait un logement social. Vous voyez ? Et ça permettra à Poutine, et je terminerai là-dessus, ça permettra à Poutine de dire, chaque pays d'Europe, l'un après l'autre, il y a quelque chose qui me gêne dans ce que tu fais, et il faudrait qu'on en reparle. Chacun individuellement. C'est son rêve. Sylvie Bermann. Oui, autant je pense que Vladimir Poutine